On magasine tous en ligne, je pense qu'une grande partie d'entre vous le font, et on sait que ça génère de l'incertitude. Et au Québec, on sait qu'on est un petit peu en retard par rapport aux États-Unis, par exemple, par rapport à l'Europe sur les achats en ligne. Et d'ailleurs, il y a une statistique qui est sortie dans la presse au mois de mars. Là, il nous disait que près de 10 milliards de dollars vont être dépensés au Québec par des Québécois en ligne. Et 50% des acheteurs québécois vont le faire avec un sentiment d'incertitude. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très présent. Donc je vais essayer de passer à travers les différents éléments qui représentent de l'incertitude en fait pour une personne qui achète en ligne, juste pour essayer de voir si vous êtes capable de vous projeter. C'est des éléments qu'on perçoit de manière assez inconsciente. D'abord, quand on arrive sur un site internet qu'on ne connaît pas, on se demande si l'entreprise a l'air sérieuse. C'est une des premières questions qu'on va se poser. On se demande si on est sur un site qui est potentiellement un scam. On veut savoir si on se rend un petit peu plus loin, mettons qu'on fasse confiance à l'entreprise. On arrive un peu plus loin au niveau du processus d'achat. Et là, on se met à rentrer des données. C'est des données personnelles. On veut savoir si ces données-là vont être en sécurité. Ça, encore une fois, c'est une étape à passer pour la dimension incertitude. Ensuite, on va se poser d'autres questions. On va essayer de comprendre, on va essayer de savoir si on va recevoir notre achat à temps. Souvent, l'achat d'un item, ça a un impact c'est lié avec un objectif de vie. Mettons que je m'organise une partie de pêche la fin de semaine prochaine. Je vais avoir besoin de recevoir ma canne à pêche que je vais vouloir acheter en ligne dans les temps. Si jamais je me rends compte qu'il y a des chances que ce ne soit pas le cas, je vais simplement passer mon chemin, puis éventuellement, je vais aller l'acheter en magasin. C'est une conversion perdue. Mettons que je ne reçoive pas ma canne à pêche dans les délais et que je l'ai quand même commandée, je vais vouloir la rendre en magasin. On sait qu'il y a plus de 40% des gens qui consultent la page retour. Ils veulent connaître la politique de retour, savoir s'ils vont pouvoir le rendre gratuitement. C'est vraiment important que tous ces éléments-là soient clairs. En fait, ce que je veux dire avec tout ça, c'est que acheter en ligne, c'est supposé simplifier la vie des gens. Si jamais on n'est pas en mesure de leur simplifier la vie, si jamais on rajoute de l'incertitude, que ça devient plus complexe pour eux, on se retrouve dans un contexte où on fait venir des gens sur notre site, on a peut-être investi de l'argent pour les faire venir sur le site, mais on perd des conversions. Et là, on parle de la boutique Marie-Claire, en fait. Boutique Marie-Claire, boutique San Francisco, on est vraiment dans du détail de vêtements. Acheter des vêtements en ligne, ça vient avec des éléments d'incertitude supplémentaires. Je pense que parmi vous, il y a plusieurs personnes qui achètent certainement des vêtements. Il y en a certains qui n'achètent peut-être pas de vêtements du tout à cause de cette incertitude supplémentaire que ça ajoute. Là, par exemple, la raison pour laquelle je voulais présenter cette robe ici, c'est que c'est ce qu'on voit sur beaucoup de sites de commerce électronique qui vendent du vêtement. C'est une robe pas portée par un mannequin, sur fond blanc. C'est difficile d'évaluer en fait ce que ça représente, et c'est difficile pour une personne qui voudrait magasiner exclusivement en ligne de savoir si ce produit-là va lui convenir. Il y a certaines questions qu'on va se poser en plus quand on achète des vêtements en ligne. On voudra savoir si, comme c'est impossible de l'essayer, si la coupe va bien m'aller. On voudrait savoir si la taille, parce que j'achète des vêtements en ligne, des fois j'achète une taille, des fois j'achète l'autre, je vais vouloir savoir si la taille va être bonne. C'est un autre élément qui est super important. Je ne peux pas toucher le vêtement, je voudrais savoir si c'est confortable. C'est un autre élément qui vient régulièrement au niveau des questionnements qu'on se pose quand on achète des vêtements en ligne. Et en photo, c'est pas facile de voir les détails. Je voudrais juste poser la question à Martin, est-ce que c'est des concerns que tes clientes ont en général quand elles achètent en ligne? Ben oui, absolument, Romain. Comme tu as si bien dit, les gens veulent en savoir le plus possible avant de concrétiser un achat. Souvent, ce qui arrive, puis c'est pas, on peut le faire aussi, mais quand les gens ne trouvent pas, ou du moins ils ont des interrogations avant d'acheter, nous, ce qu'on propose, c'est le chat en ligne, et on va voir une forte quantité de clients qui vont utiliser Chatbox pour poser des questions à nos conseillers en ligne qui peuvent avoir un impact. Mais c'est sûr que moins que la photo est précise, nous, on en a parle normalement environ 4 à 5 selon les bannières, où ce qu'on va aller chercher le détail, on va aller chercher tous les angles, et on va aussi les photographier sur des mannequins pour qu'on puisse voir aussi comment les vêtements tombent. Et donc tous ces questionnements ont bien un impact, d'après toi, sur la conversion que tu vas pouvoir avoir sur ton site web? Absolument. Je voulais juste mettre ça parce qu'on voit passer ce genre de choses-là sur Facebook, là, ça nous a fait rire. En fait, ce qu'on veut montrer ici, c'est qu'on fait confiance aux détaillants qui nous envoient des items. C'est une crainte supplémentaire, des fois il y a des erreurs. Là, en l'occurrence, c'est ASOS qui s'est apparemment trompé dans la livraison d'une commande. Ça a été pas mal partagé, donc c'est ça, ça nous a fait rire, on voulait partager avec vous. Il y a des erreurs en fait qui arrivent, on en parle, puis ça génère un sentiment d'incertitude supplémentaire. D'ailleurs, ce qu'on voulait juste dire, c'est que méfiez-vous des photos sur fond blanc quand vous magasinez vos costumes pour l'Halloween sur Amazon, parce que c'est ça peut amener des insatisfactions supplémentaires. Je voudrais parler du problème de fit en fait qui vient avec les vêtements. Pour essayer d'éviter de partir dans toutes les directions et sortir des statistiques qui viennent de beaucoup d'endroits, parce qu'on trouve
à peu près tout sur Internet. Je parle d'une étude de Body Labs, qui est une compagnie qui est spécialisée en intelligence artificielle et qui d'ailleurs vient de se faire acheter par Amazon il y a 2 jours. Ils ont mené une enquête auprès de plus de 1000 personnes aux États-Unis pour essayer de déterminer pourquoi est-ce qu'ils ont un sentiment d'incertitude quand ils achètent des vêtements en ligne. Et les informations qu'on trouve, c'est que, par exemple, 23% des vêtements achetés en ligne sont retournés. Je veux juste, Martin, peux-tu nous dire si ça correspond? Par rapport à ce que nous, on vit, on peut dire que c'est assez proche de ça. Je peux préciser qu'il y a un impact direct avec le prix de l'article qu'on va acheter. C'est sûr que si on achète en fin de saison un article à 15 $, le taux de retour va être considérablement plus bas parce qu'on va aussi évaluer il y a quand même du temps, il y a quand même un impact de temps à juste voir à le retourner, aller au bureau de poste et tout. Mais c'est certain, quand on est en début de saison, avec des items, puis j'imagine que pour tout ce qui est des items aussi haut de gamme, le taux de retour doit être plus élevé parce qu'ils ne prendront pas de chance, ils vont prendre 2 grandeurs, assurément. J'ai déjà même entendu parler de taux de retour allant jusqu'à 50% sur des marques très haut de gamme. Oui, il y a des compagnies qui cherchent volontairement à pousser l'achat de multiples produits pour augmenter leur taux de conversion. Exact. Et donc, d'autres statistiques intéressantes, 64% de ces retours seraient dus à un problème de fit. Ça revient à ce qu'on disait juste avant, c'est difficile d'évaluer le fit, qui est un mix en fait en français entre la taille et la coupe du produit. On veut savoir si le produit nous fera bien. On sait que 58% des gens achèteraient plus de vêtements en ligne s'ils étaient certains du fit. Et 46% déclarent détester essayer des vêtements en magasin. Ça, c'est des statistiques qui sont super intéressantes parce que ça nous dit qu'il y a un besoin d'acheter des vêtements en ligne. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, aller en boutique pour le faire. Ils se retrouvent dans un contexte où ils aimeraient, mais ils n'ont pas les outils pour pouvoir le faire. Ça, c'est une autre statistique intéressante. 57% des gens déclarent qu'ils achètent uniquement des marques dont ils connaissent le fit. Ça, je suis pas mal certain que si jamais je vous interroge, vous allez vous retrouver un peu dans cette personne-là. Vous achetez des vêtements, vous les avez achetés une première fois dans un magasin physique, vous savez que ça vous va, vous connaissez la marque, vous allez avoir tendance à la racheter, et dans ce cas-là, vous avez plus confiance en ligne, donc vous rachetez encore et encore. Comment réduire l'incertitude ? C'est pas exclusivement lié à la vidéo, on va en parler de la vidéo un peu plus en détail, mais en fait, il y a beaucoup d'éléments, une multitude d'éléments qui ont un impact en fait sur la réduction d'incertitude quand on magasine en ligne. La sécurité. Je passe pas là-dessus, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. En 2017, notre site doit avoir l'air sécuritaire, il doit être HTTPS, etc. Je vous passe les détails. Il faut faire très attention aux détails, aux informations qu'on met au niveau de la fiche produit. On renseigne, la personne n'a pas la possibilité de l'essayer, il faut lui donner de l'information qui va lui permettre de savoir comment l'entretenir, c'est quoi le matériau qui est utilisé pour créer ce... Juste mettre le nom du produit, ce que c'est, ça suffit généralement pas. Les visuels des produits portés. On a vu tantôt la robe qui était sur fond blanc, pas portée par un mannequin. Juste le fait de le mettre sur un mannequin, de donner l'impression, de donner une vue portée du produit et idéalement de rajouter les mensurations du mannequin à côté. Ça donne une bonne perspective et ça rassure le consommateur. Ce qu'on appelle la preuve sociale, tout ce que le client, tout ce que la personne qui achète va pouvoir laisser comme information. Par exemple, les commentaires, il y en a certains qui sont réticents à le faire, mais les gens lisent les commentaires. Il y a beaucoup de commentaires sur un produit, les gens se disent « Ah, si ce produit plaît, s'il a été acheté, il va me plaire à moi aussi, il y a des chances que je ne me fasse pas avoir et que je sois moi aussi content. » Le guide de taille, je passe rapidement, mais les guides de taille avec des charts où c'est des tableaux qui ne sont pas forcément faciles à comprendre pour quelqu'un qui ne connaît pas sa taille, il y a toute une business qui se développe autour de ça. Il y a des compagnies qui sont spécialisées pour essayer de simplifier ce processus-là. Si vous magasinez chez Simons ou chez Labé, vous allez voir des exemples. Les retours gratuits simplifiés, on l'a dit, 40% des gens, plus de 40% des gens passent par la page des retours, ils veulent savoir comment est-ce que vous gérez ça. Ça a un impact sur leur confiance. Contenu riche, c'est là-dessus qu'on va s'attarder un peu plus tard dans la vidéo, mais on sait que mettre le produit dans un contexte d'utilisation, ça a définitivement un impact. Xavier va vous présenter ça. Et enfin, c'est la présence du service à la clientèle. C'est pas une liste exhaustive, mais on veut savoir que notre service à la clientèle, il n'est pas loin et que si jamais on a un problème, il y a quelqu'un qu'on va pouvoir contacter. Je vais passer la parole à Xavier, qui va vous présenter, en fait, il y a plusieurs manières d'utiliser la vidéo sur un site, vous en connaissez beaucoup, il va vous présenter un peu tout ça. Super. Merci Romain pour la stratégie, la mise en contexte. On va passer à travers la réflexion que nous avons eue pour la création du contenu. Alors, on a utilisé le modèle AIDCA, qui est un modèle qui peut être déconstruit en 5 étapes, c'est-à-dire l'attention, l'intérêt, le désir, la conviction et l'action d'acheter. Alors, on voulait bien saisir où se situait le contenu, où on allait mettre le contenu pour adresser l'enjeu de l'incertitude. On sait aussi qu'il y a 2 dimensions qui s'exercent au niveau du plaisir, c'est-à-dire à travers les 3 premières étapes, on ressent du plaisir, on crée de l'attention, on a un intérêt, un désir. Mais à mesure qu'on s'approche de l'action d'acheter, on commence à se poser des questions et là, on se pose des questions. Est-ce que je vais perdre mon temps? Est-ce que je vais perdre mon argent? Est-ce que ça va être un bon fit? Alors, c'est là qu'on a déterminé que c'était à cet endroit qu'on devait agir. Rapidement, je vous montre des exemples, juste pour illustrer plus facilement le propos. Ici, une vidéo qu'on a produite avec Prével
vidéo objectif, notoriété de la marque, objectif de portée, générer de l'attention. Ici, vidéo pour générer de l'intérêt. On présente beaucoup plus le produit, on met de l'avant le produit, on a le goût de l'essayer. Ici, pour créer le désir, 2 stratégies. Plus informatif sous forme de tutoriel. On informe le client comment utiliser le produit. Aussi, une autre façon, c'est de mettre le produit dans un environnement luxueux, comme ici on voit. On a suscité l'attention, on a créé l'intérêt, on a construit le sentiment de désir. Maintenant, on veut que le client achète, on veut diminuer son incertitude, on veut renforcer son sentiment de conviction qui prend la bonne décision. Alors là, on s'est attardé à des grands joueurs dans le domaine du retail, dans le domaine du e-commerce, et on a dit on va reproduire quelque chose de similaire parce qu'on voit dans le mouvement, on voit le fit, on voit le mouvement du tissu sur le corps, et c'était ça qu'on voulait mettre de l'avant. Alors là, on a renforcé sa conviction, le client passe par l'action, il achète le produit. Voilà la réflexion, voilà la démarche. Maintenant, je vais laisser la parole à Martin qui va nous expliquer le virage chez Groupe Marie-Claire, le virage numérique qui est assez extraordinaire. Je te remercie, Xavier. En bref, que Groupe Marie-Claire, dans le fond, moi-même, quand je suis arrivé il y a 2 ans, je ne savais pas ça, mais Groupe Marie-Claire, c'est une entreprise québécoise qui compte plus de 300 boutiques au Québec, ce qui n'est pas rien, et on a, en fond, 6 brands. Et le but était de mettre, dans le fond, de développer 4 sites web transactionnels le plus tôt possible et d'avoir une présence en ligne. Moi, je suis arrivé là il y a 2 ans. J'avais de l'expérience dans le domaine ailleurs et ma mission était de travailler justement à tous les sphères pour faire en sorte qu'on puisse traiter, du moins, et vendre en ligne. Là. Donc, tout était à faire. On partait de zéro. Donc, on a commencé à trouver notre partenaire, donc, qui est AbsoluNet, pour choisir la plateforme Magento. Donc, tout ce qui est développement de la plateforme, l'intégrer à nos systèmes. On a revu tout notre centre de tri qui devait être modifié totalement pour être capable d'acheminer des commandes aux particuliers. Monter une équipe e-commerce, donc on parle d'équipe de stratégie, l'équipe de mise en marché, l'équipe de marketing numérique également, et aussi l'équipe de service client qui est de plus en plus, qui est vraiment très importante avec l'arrivée du e-commerce. Donc, ça triple les appels parce que veut pas, justement, il y a de l'incertitude, il y a beaucoup de gens qui passent une première commande, donc qui ont besoin d'être rassurés. Donc, nous, on essaie d'aller vraiment au-delà de ça. C'est pour ça qu'on va présenter. On a beaucoup des heures élargies de services, de chat. C'est très important pour justement aider à la conversion. Une fois, après 18 mois, on avait 4 sites web en ligne avec toute l'équipe avec qui on a travaillé. On était très heureux de ça. On a fait ça très, très, très rapidement, mais on était bien heureux des résultats. Et bon, comme le monde du e-commerce, ça n'arrête pas, c'est sans cesse, il y a toujours l'évolution. C'est justement avec l'arrivée de la proposition qui m'est venue de Xavier et Romain de faire cette étude, ce test, dans le fond, d'ajouter de la vidéo dans certaines fiches de nos produits. Donc, on a sélectionné la bannière San Francisco, qui est une bannière un petit peu plus fashion. On a décidé de jouer. Moi, c'était quelque chose que j'avais déjà vu, un peu, on l'a vu dans les exemples chez Everlane, chez des gros joueurs, chez Gap, des joueurs internationaux. Puis on s'est dit, est-ce que c'est possible qu'une entreprise québécoise a un beaucoup plus petit volume qu'eux, puis il y a quand même le turnover est très rapide. Dans le fond, un style, c'est 6 mois, puis après ça, c'est fini. On voulait voir, est-ce que ça allait vraiment amener une différence? J'étais le premier curieux, donc on s'est donné un petit peu on a travaillé ensemble pour y arriver. On a fait ça rapidement, on a commencé en début d'été. Romain, je pense que la prochaine slide, c'est pour nous montrer un peu le résultat. Est-ce que c'est ça? On est-tu rendu là? Exactement, Voilà. on a collaboré pour une expérience, puis voici ce que ça donne. On est fiers du résultat, donc on n'a rien envié à Gap et tout ça. On était très, très heureux du résultat que ça donne. Donc, on peut naviguer et regarder 4 photos avec des angles différents et même aussi un close-up pour être capable de bien voir la texture du vêtement. Puis, on a aussi l'ajout de la vidéo. Qu'avant de vous présenter les résultats, on va passer sur le processus de création. Ici, on peut diviser les 3 étapes de la création. C'est la pré-production, la production et la post-production. En pré-production, je l'ai mentionné tantôt, c'était la démarche qu'on a eue, la réflexion qu'on a faite ensemble, à savoir où on allait situer le contenu, où on allait mettre les vidéos dans les fiches produits. Après, la collaboration était beaucoup plus étroite avec les équipes chez Marie-Claire dans le studio. On a recommandé justement de joindre l'équipe de Marie-Claire dans le studio pour faire la photographie et l'équipe de ViewMedia pour faire la vidéo. Par la suite, en post-production, on fait le montage, la vidéo, on fait les ajustements, là, une collaboration plus étroite avec AbsoluNet pour s'assurer de faire le bon format du fichier pour qu'il puisse être importé, être intégré dans la plateforme transactionnelle en ligne. Alors,
je te laisse la parole pour nous expliquer l'importance de la production. Merci, Xavier. Ce qui est très important, en effet, comme Xavier vient de le dire, on peut vite perdre du temps. Donc, perdre du temps, c'est perdre de la rentabilité, perdre de l'argent. De la photo e-com, il faut faire vraiment la distinction entre la photo mode ou la photo vraiment artistique et la photo e-com. La photo e-com, s'il faut voir ça comme un workflow, c'est un montage à la chaîne. Il faut que ça soit bien huilé, il faut que ça aille très rapidement. Si je peux donner comme conseil, c'est quand on veut monter un studio pour faire précisément de la photo produit, il faut aller chercher de l'expertise pour avoir le bon équipement. Ce n'est pas le même équipement qu'on utilise pour faire du fashion, c'est autre chose. On veut vraiment avoir des recettes pour qu'on puisse faire le plus de photos possible dans une journée. Nous, c'est sûr, comme on fait de la mode, on travaille avec des mannequins. On a des mannequins qui travaillent 2 fois plus vite que d'autres. Donc, il y a aussi cette dimension-là. On auditionne beaucoup. Même, ça peut avoir des impacts considérables. Donc, nous, après 1 an, je pense qu'on a trouvé vraiment une vitesse de croisière pour nos photos. On a des milliers de styles avec 4 marques là, à photographier dans les saisons. On a dû absolument, pour trouver une rentabilité, de trouver vraiment la bonne façon de le faire. Donc, on a trouvé, c'est une petite équipe, c'est un équipement qui est fait pour ça. On a des bonnes mannequins. Et quand est venu le temps d'intégrer le projet vidéo, notre studio est divisé en 2. On a suffisamment d'espace, donc on a pensé faire 2 setups. Donc, on avait le setup de photo, puis juste à côté, il y avait le setup pour faire la vidéo. Et j'ai demandé qu'on ait 2 mannequins au lieu d'une pour cette session-là, pour justement qu'il n'y ait pas de temps d'attente, parce que les mannequins doivent se changer. Donc, on avait une photo, après ça, on passait tout de suite après ça au 2e set, et après ça, l'autre se changeait, parce que veut pas, même qu'on a dit avant la conférence, la prochaine fois, on en prendra peut-être 3. Il ne faut pas que le monde s'ennuie. Ça, c'est important. Il faut vraiment que ça n'arrête jamais. On est quand même satisfait. On a pris, pour l'étude, on a décidé de prendre les styles qui étaient présents, qu'on avait disponibles d'une journée. Donc, c'est un petit peu aléatoire, si on peut dire. On n'a pas fait des choix précis sur des styles qui pourraient être, par exemple, nos meilleurs vendeurs ou des catégories qui sont vedettes. On a juste pris, bon là, pour l'instant, c'est tous des hauts. C'est sûr que c'est des styles qui se vendent bien, mais on en a environ 400. Il y en a un échantillon de 40 qu'on a pu faire quand même en une journée avec la vidéo. Donc 40 vidéos présentes sur le site. En fait, 40 vidéos, 40 produits. OK, ici, on voit rapidement le travail qui est fait en post-production durant le montage. Alors, on voit l'image à la base est très flat, très grise. Après, on amène une correction, on amène de la coloration, on ajuste les contrastes. On fait l'ajustement au niveau du format du fichier aussi pour que ça puisse bien s'intégrer dans la plateforme transactionnelle. Puis également aussi, il faut s'assurer que le fichier vidéo ne soit pas trop lourd parce qu'il faut que ça soit responsive, il faut que ça soit facilement vu sur le mobile aussi. Ouais, si on alourdit la page, c'est sûr que ce n'est pas bon pour la conversion. Exact, ça va impacter la conversion. Donc l'expérience en chiffres, on va quand même passer par là. Vous vous êtes intéressé, j'imagine, à savoir ce que ça a donné. On s'attendait à un impact. On a eu un impact plus important que ce qu'on pensait. Alors bien sûr, il y a des biais, je vais essayer de vous en parler. Martin a essayé d'expliquer tantôt qu'on avait choisi des styles, mais on n'avait pas cherché à mettre des styles qui étaient d'office nos préférés, nos futurs meilleurs vendeurs. Mais j'y vais directement. Là. En fait, je vais essayer d'expliquer ça de manière à ce que ce soit clair. Le taux de conversion en commerce électronique, c'est associé à des sessions. Donc c'est une visite sur votre site qui donne lieu ou pas à un achat. Ici, pour s'assurer qu'on mesurait des bonnes affaires, on a mesuré les sessions qui incluaient l'interaction avec une vidéo versus les sessions qui n'incluaient pas une interaction avec une vidéo. Donc c'est au moins une fiche produit consultée avec interaction vidéo versus au moins une fiche produit consultée sans interaction vidéo. Et là, on constate que notre taux de conversion est pas mal plus important, en fait 47% plus important pour les sessions qui incluent une interaction vidéo. C'est un très bon résultat. On espère que ça va durer. L'expérience a duré environ 2 mois. Ça roule encore, donc on fera peut-être un update de ces chiffres-là. Mais le taux de conversion, ça veut dire quelque chose, sauf qu'en bout de ligne, on sait que la personne a fait un achat. On ne sait pas si la personne a fini par acheter le produit qu'elle a vu qui inclut la vidéo. Nous, ce qu'on veut savoir aussi, c'est est-ce que si jamais je mets une vidéo sur mon produit, ce produit-là va mieux se vendre. Et donc là, on prend une autre métrique qui s'appelle le ratio achat-détail. Ce ratio-là, ça mesure le nombre de fois qu'un produit a été vu versus le nombre de fois où il a été acheté. Et encore une fois, on se retrouve avec un pourcentage de 37% plus important pour une fiche qui inclut une vidéo que pour une fiche qui n'inclut pas de vidéo.
C'est-à-dire que pour 100 personnes qui voient une fiche avec vidéo, il y en a 2,31 qui l'achètent, contre 1,68 pour une fiche sans vidéo. Une autre métrique à laquelle on ne s'attendait pas, celle-là on s'y attendait vraiment pas, je m'attendais à un impact sur la conversion, ça a eu également un impact sur le panier moyen. Les sessions qui incluent l'interaction avec une vidéo, le panier moyen d'achat est de 80% plus important que sans interaction vidéo. Alors là, on revient sur, on a shooté des hauts. C'est sûr qu'on n'allait pas prendre des vidéos de bas ou des choses qui sont peut-être un peu moins intéressantes à voir en vidéo, mais ça reste que ça nous donne le goût d'aller essayer d'investiguer un peu plus, essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce panier d'achat est tellement plus élevé. Est-ce que ça impacte l'ambiance globale sur le site et ça nous donne le goût d'acheter plus, peut-être. Ça va nous donner l'opportunité d'aller chercher davantage d'informations. Mais c'est un autre résultat intéressant. Ça, on se doutait qu'il y aurait un impact en fait sur l'engagement. Il est mesuré par plusieurs métriques. On a choisi de présenter rapidement la durée moyenne. Encore une fois, je ne compare pas une session standard avec une session avec vidéo. J'attends que la personne consulte au minimum une fiche produit de manière à comparer vraiment ce qui est comparable. Donc 5 minutes versus 10 minutes, les gens sont intéressés à voir de la vidéo. Je reviens rapidement sur certains biais, il y en a d'autres, hein, mais on voulait parler du fait qu'on a quand même essayé de choisir les produits au hasard. C'était important, on voulait que ça respecte un minimum, que ce soit un minimum crédible. Et on a cherché surtout à ne pas les mettre en avant de manière spécifique. On n'a pas mis de dollars marketing pour promouvoir ces produits-là, pas plus que les autres en fait. Je pense que Martin, tu peux me confirmer ça? Oui, absolument. Les produits se retrouvent dans les sections comme les autres. Martin, tu confirmes aussi que les statistiques, on ne les a pas inventées, qu'elles sont bien tirées de votre Non, Google Analytics? non, je confirme. Il y a un effet nouveauté. Alors, on a quand même fait un petit sondage sur Facebook parce qu'on voulait récupérer des informations. On a quand même incité la communauté de Marie-Claire à se rendre sur le site pour essayer de voir parce qu'on voulait récupérer des témoignages. Martin va nous les présenter dans une seconde. Les catégories de produits, juste sur Déo, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Et la collecte de données, elle a eu lieu sur 2 mois. Encore une fois, ça dure encore. On était content de vous présenter des résultats préliminaires au CQCD. C'est ça qu'on a aujourd'hui. J'imagine qu'il y a plein d'autres personnes d'entre vous qui ont des questions sur des biais potentiels. On sera dans le couloir et on sera prêt à y répondre. On voulait juste pas aller trop dans le détail aujourd'hui. Mais bref, ce que ça veut dire, bon, on en prend ou on en laisse. On a juste fait un petit concours Facebook. On a fait tirer une carte cadeau pour aller chercher un petit peu d'engagement. Et ce qu'on était quand même agréablement surpris des réponses qu'on a eues, il y a des gens qui ont quand même pris la peine de détailler un petit peu leurs réponses par rapport à savoir si le fait d'avoir la vidéo. On avait aussi présenté sur le post une vidéo pour qu'ils puissent le voir aussi. Puis on les invitait aussi à aller regarder un style pour se donner une idée. C'est sûr que, bon, les réponses, comme vous voyez, on les a regardées, on dit à peu près 70% positives. C'est une donnée de plus quand même, c'est intéressant de voir. Ce que je veux quand même préciser, les 13% négatives, on les a tous lues une à une. Souvent, les gens disaient qu'ils n'étaient pas intéressés par la vidéo parce qu'ils ne magasinaient pas en ligne, point. Donc, moi, j'en prends, j'en laisse. Je me dis, bon, mais c'est sûr que quand on a l'honnêteté de dire qu'on n'est pas rendu à magasiner en ligne, on est encore plus loin que de dire, bon, c'est pas le premier élément déclencheur qui vont faire que ces consommateurs-là vont se rendre à acheter en ligne. On est d'accord. Donc, ça rajoute quand même un peu à l'étude. Mais... Ce qui était intéressant, par contre, c'est que, je vais en lire un quand même de commentaires, c'est que ce que les gens disent spontanément, ça correspond pas mal à ce qu'on voulait tester. J'en lis un, par exemple. Effectivement, le visionnement des vidéos nous donne davantage un aperçu de la coupe du modèle et la façon dont on doit le porter, c'est génial. Et qu'il y a des personnes qui étaient vraiment très, très contentes. Et on pense aussi qu'il y a 2 éléments qu'on n'a pas pu tester. Ça a un impact certainement sur le taux de retour. Et ça a probablement également un impact sur la loyauté. Les gens qui voient qu'une compagnie innove, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que Marie-Claire a entrepris son virage numérique il y a très peu de temps, et est déjà en train d'innover. On est en train de faire des choses donc on sait qu'on a des choses à rattraper, il y a des détaillants qui le font. C'est quelque chose qu'on essaie de mesurer, en fait, l'impact de ce genre de choses. On sait que c'est coûteux, on est très content d'avoir eu des résultats positifs, et en plus d'avoir un engagement de notre audience. En conclusion, des choses qu'on doit considérer. On en a parlé, optimiser les flux de production, super important pour rentabiliser les initiatives. Martin l'a mentionné, on aurait pu mettre pratiquement un 3e modèle pour rouler encore plus rapidement. Opter pour le bon format de vidéo, selon vos objectifs. La réflexion que nous avons eue, à savoir où on allait mettre la vidéo, où on allait intégrer la vidéo, il faut que vous l'ayez aussi, il faut que vous pensiez à ça. Oui, c'est ça. C'est qu'une des choses qu'on a voulu faire, en fait, c'était savoir s'il y avait un potentiel. On a fait un test relativement simple. On n'a pas shooté trop de SKUs volontairement parce que c'est un risque à chaque fois financier. Et on a mesuré certaines métriques, mais c'est pareil. Si on veut optimiser la mesure, ça prend du temps, ça prend des ressources. Après, il faut analyser les résultats. Là, on voulait savoir, en fait, s'il y avait un impact et si ça valait la peine d'aller plus loin. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un impact. Je pense que, Martin, ça t'a donné le goût d'aller plus loin. On en parlait tantôt. Oui, bien, c'est sûr qu'à regarder ces stats-là, ça nous donne le goût d'aller plus loin. Ce qui est important quand même de mesurer, puis nous, ça va être le cas pour nous, c'est que nos produits ont une durée de vie vraiment très courte, puis on en a beaucoup.
C'est sûr que pour un détaillant qui ont des produits qui ont une durée de vie de plus d'un an ou des trucs par exemple, même dans le linge, il y a des gens qui ont des bases. Je donnais l'exemple de Gap qui vendent les mêmes jeans depuis des années. Ça peut se rentabiliser beaucoup plus rapidement, mais en même temps, la prochaine. Malheureusement, on n'a pas les données aujourd'hui. On essaiera peut-être de voir si on peut les communiquer, mais c'est nous, ce qu'on va regarder de notre côté, c'est l'impact sur les taux de retour. Moi, c'était la statistique qui, malheureusement, qu'on ne peut pas encore parce que la période est trop courte. Donc, souvent, ça peut prendre 3 à 4 semaines avant que les gens vont nous retourner les items. On a fait l'étude pour le mois de septembre, donc on n'a pas assez de données par rapport à ça, mais on attend. Moi, j'attends très impatiemment la suite, mais ce qu'on voit là, évidemment, c'est très encourageant. Exact. Donc, comme c'est encourageant, on va planifier la suite. On va essayer de déterminer des métriques qui vont nous permettre d'exclure en fait, les billets autant que possible. On va continuer le tracking. Quand on parle de voir grand mais débuter petit, c'est justement pour ça. On vous suggérait de faire la même chose parce que ce qui est vrai pour ce groupe San Francisco, ce qui a marché ici, on s'attend à ce que ça a potentiellement un impact pour d'autres compagnies, pour d'autres business, mais il faut le tester avant de se mettre à investir énormément là-dedans. En fonction de l'impact, on vous suggère d'aller plus loin. Toujours mesurer, toujours adapter, et ensuite le choix des partenaires, forcément, c'est quelque chose qui est important. On travaille, on a chacun notre domaine d'expertise. On avait besoin de Martin. D'ailleurs, Martin, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. C'était vraiment important. Merci à vous d'avoir pensé à nous aussi également. C'était bien agréable, puis de voir que les résultats sont bons, c'est encore plus fun. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.